Le sept couleurs est un oiseau du tropique, de la taille d'un merle de chez nous, dont il a l'œil effronté. Mais contrairement à notre merle, ce spadassin fougueux, noir, lisse et étroitement corseté, le sept couleurs est perpétuellement effarouché. Une boule de plumes ébouriffée, enfiévrée, qui volette dans tous les sens, comme la houppette de plumes enrubannées que l'on se renvoie inlassablement au jeu du volant à coups légers de tambourin. C'est un oiseau ahuri, passif. On dit qu'à l'exception de deux espèces, le python sacré des Indes et la vipère à cornes de Formose, le Brésil contient toutes les espèces de serpents du monde, en plus des siennes propres. C'est pourquoi on appelle cette terre brûlante l'enfer de la forêt vierge, le paradis des serpents. Eh bien, imaginez qu'à l'exception de deux sortes de plumes, celle du paon et celle de l'oiseau lyre, le sept couleurs porte, piqué dans son juste au corps noir, une paire de toutes les plumes distinctives qui font l'orgueil et la coquetterie de tous les autres oiseaux du monde. Et c'est pourquoi, en surnommant cet arlequin le sept couleurs, les indigènes entendent signifier que cet oiseau est un arc-en-ciel, un être qui vit de la lumière, une rosée, un esprit, un souffle, une palpitation porte-bonheur. Et c'est encore pourquoi ils en tiennent tant en cage. Pas une cahute qui n'est le sien. Quand on fait lever un envol de sept couleurs dans une clairière solitaire de la forêt vierge, où ces oiseaux s'ébattent par bandes de milliers d'individus, c'est un éblouissement. Et l'impression admirative et pathétique que l'on ressent d'un nuage d'ailes, de plumes, de duvets versicolores, de scintillements, de micassures et de reflets au soleil, comme d'un million de pierres précieuses qui se dissoudraient dans l'atmosphère surchauffée, palpitant sur le fond sombre de la forêt, reste inoubliable. C'est merveilleux. Et 25 ans plus tard, lorsque je vis le premier film en couleur de l'explosion de Bikini et le prodige de la formation fantastique de son champignon de nuages, ce phénomène terrifiant me fit songer à l'envol des sept couleurs, en plein soleil du tropique, dans le cercle magique de la clairière de la profonde forêt vierge, comme une image et le symbole de la désintégration de la matière. À une certaine échelle, tout est féerie pour l'homme qui se sent exclu de la nature. Et ni les parfums, ni les couleurs, ni les sons ne lui répondent. Mais ce n'est pas tant pour faire admirer à ma petite fille l'extraordinaire échantillonnage de plumes qu'est sa parure que je tenais à ramener vivant un de ces oiseaux spectaculaires, mais bien pour que l'enfant des Batignolles, qui habitait près du tunnel et qui entendait toute la journée siffler les trains qui s'y engouffraient, saisit sur le vif sa voix, son cri. Je dis sa voix, je dis son cri, et je n'ose dire son chant. Car comment définir le ramage du sept couleurs qui, une fois qu'on l'a perçu, se transforme instantanément en le plus stupéfiant jouet de bazar qui soit. On n'a pas besoin de le remonter pour l'animer. Quand l'oiseau est pressé de faire ses vocalises, il se précipite sur le sol, se vautre dans la poussière, épris de danse de Saint-Guy, ce qui le fait pivoter 2 ou 3 fois sur soi, battant des ailes semi-rigides, puis il se renverse la tête sur le dos, ouvre un large bec, et, comme en extase,
laisse jaillir de sa gorge qui se gonfle et qui palpite sous l'effort un renaclement, un gargarisme, un sifflement de soupape engorgée qui lâche de la vapeur, et retentit soudain le coup de sifflet strident d'une locomotive, lancé à toute vitesse, coup de sifflet qui s'étrangle, accompagné de bruits de poitrine, et l'extase du 7 couleurs s'achève selon le degré de résistance des cordes vocales et les capacités de l'individu, soit en une longue cascade de rire, soit en un râle déchirant, soit en une suite de sanglots. C'est d'un effet du plus haut comique. Alors l'oiseau extasié revient à soi, se secoue et s'envole, mais tant qu'il se pâme, on peut lui mettre la main dessus et le capter. Pas un gosse indigène qui naît ce joujou. Dans une cage de joncs, il en pend une à la porte de chaque cahute. Et les gosses rient quand l'oiseau chante, ce qu'il fait plusieurs fois par jour, plutôt par manigance que par cérémonial. Un gris-gris, un joujou, un porte-bonheur. On en a besoin en forêt, où une feuille qui se déplace fait peur. Personnellement, ce qui me frappe le plus, chez les oiseaux, ce sont leurs yeux, avec leur regard d'outre-monde ou d'outre-tombe. Car où est le cimetière des oiseaux? N'avez-vous jamais été frappé de ce regard impersonnel, voire d'éternité, que l'oiseau ne fait pas peser sur vous, mais avec lequel il vous transperce, comme si vous n'étiez pas opaque, et qu'il visât derrière vous votre âme, votre ombre, et qu'il s'entretint, prêt aux épousailles, prêt à s'envoler dans l'immortalité, avec votre double, ou à crever pour les manger les yeux de votre ange gardien? Il n'y a pas plus étranger à ce monde que l'oiseau, car où est le cimetière, l'ossuaire des oiseaux? Et pourtant ce sont des créatures fragiles, et il en meurt des millions par jour, et jamais on ne rencontre une carcasse blanchie, et bien rarement un cadavre sanglant. On a longtemps cru que les oiseaux périssaient en mer et qu'ils disparaissaient par bandes entières dans les océans. Mais cette croyance est fausse. Jamais aucun marin qui signale avoir croisé des bandes d'oiseaux migrateurs, si nombreux qu'ils en obscurcissaient le ciel, n'a rapporté avoir vu un suicide collectif des oiseaux en haute mer. Au contraire, on sait positivement aujourd'hui que même les colibris survolent les mers et que des nuées de ces oiseaux-mouches émigrent périodiquement des confins du Canada et des montagnes rocheuses jusque dans les limites nord de l'hémisphère austral, en bordure de la Colombie et du Venezuela, ne se laissant pas abattre par les terribles tornades de la mer des Caraïbes et les furieux coups de vent du golfe du Mexique. L'œil de l'oiseau, sa lucidité est infernale. Que regarde-t-il? Il est timbré de métempsycose. Et quelle hallucination si les femmes avaient des yeux d'oiseau! C'est ce que je m'efforçais de faire comprendre à deux joyeux drilles, deux compagnons de bord, Fontaine de l'Alblé et Babot du Lac, deux financiers marrons qui s'en retournaient bredouilles en Belgique après avoir rêvé faire fortune au Brésil, grâce à quelque ingénieuse escroquerie, et que j'avais entraîné à l'escale faire un tour chez les oiseleurs pour les distraire de la banque. La pinga glacée et la chaleur de Bahia avaient eu raison de nous. Nous rentrions à bord fortement éméchés tous les trois, escortant les porteurs noirs, qui déposaient au pied de l'échelle du Gelria les petites cages d'osier qui contenaient les 250 7 couleurs dont je venais de faire l'emplette.